Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, c'est en gros l'une des principales raisons du protocole d'accord, du cessez-le-feu, et peut-être que ce sera à l'avenir la raison principale pour laquelle les États-Unis pourraient reprendre la guerre. Quelle est votre compréhension de la situation dans le détroit d'Ormuz? Il y a une différence entre la vision des Iraniens et celle des Américains. Pour les Américains, le détroit d'Ormuz est la clé. C'est un enjeu qui n'existait pas avant la guerre et que l'Iran a su utiliser habilement en l'imposant au reste du monde, parce que tout le monde en subit les conséquences. La hausse du prix du pétrole touche absolument tout le monde sur la planète. Et maintenant, les Américains, après avoir échoué avec les Israéliens à atteindre leurs objectifs, n'ont plus qu'une seule exigence, le détroit d'Ormuz. Pour l'Iran, en réalité, ce n'est pas la priorité. C'est un moyen de pression. Pour l'Iran, comme indiqué au paragraphe 5 du protocole d'accord que Donald Trump a signé en farsi et en anglais, il savait très bien ce qu'il signait et à quoi il consentait. C'est l'Iran qui contrôle le détroit d'Ormuz. Mais pour l'Iran, ce n'est pas du cherry picking. Ce n'est pas à la carte. Ce n'est pas comme au restaurant où l'on dit « je prends ce plat-là, mais pas celui-ci ». Non, ça commence au paragraphe 1. Mettre fin à la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. C'est là que les Américains ont échoué. Ils ont aussitôt levé le blocus du détroit d'Ormuz et demandé à l'Iran de s'en occuper, parce que ça servait les intérêts des États-Unis. On peut dire que l'Iran vend aujourd'hui 50 millions, ou peut-être déjà 55 millions de barils de pétrole. Mais il faut rappeler qu'autrefois, l'Iran en vendait des centaines de millions grâce à sa fameuse flotte fantôme, et ça ne posait aucun problème aux Iraniens. Or, vendre du pétrole, ça correspond aussi aux objectifs de Donald Trump, qui veut faire baisser le prix du baril. Donc, du point de vue iranien, rouvrir le détroit d'Ormuz, comme le souhaite Donald Trump, n'apporte en réalité aucun avantage à l'Iran, surtout si c'est fait d'une manière qui sert les intérêts de Trump. L'Iran veut la libération de tous ses avoirs, son propre argent gelé dans plusieurs pays. Il veut la levée de toutes les sanctions, et il veut être indemnisé. Mais surtout, il est prêt à tout faire exploser si la guerre au Liban ne s'arrête pas et si les Israéliens ne se retirent pas dans les 60 jours suivant le protocole d'accord. Dans ce cas, tout recommence à zéro. Ce que les Américains essaient de faire dans le détroit d'Ormuz, c'est d'agrandir la zone située du côté sud, dans les eaux omanaises, en disant « Voilà, maintenant nous avons une zone libre de 3 milles et demi, entièrement déminée. » Mais le protocole d'accord précise clairement que c'est à l'Iran d'organiser cela. Il indique très clairement qu'en signant ce protocole, toutes les opérations militaires prennent fin, y compris au Liban. Et il ajoute, dans le paragraphe 5, concernant le détroit d'Ormuz, que l'Iran prendra les dispositions nécessaires en y mettant tous les moyens possibles. Il n'est pas question d'Oman, ni des États-Unis, ni du CENTCOM. Donc c'est bien à l'Iran d'organiser le passage, et il ne demandera aucun droit de transit pendant 60 jours, ni aucun autre frais. Mais après 60 jours, et pendant ces 60 jours, l'Iran va continuer à discuter avec Oman pour s'assurer qu'ils sont bien sur la même longueur d'onde, sur la même base, qu'ils parlent le même langage. Alors, Oman a dit « pas de frais ». Je ne demanderai pas de frais parce que Oman a signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. L'Iran, lui, ne l'a pas ratifié, même s'il l'a signé en 1982. Cependant, l'Iran dit « je ne demanderai pas de frais de transit, mais je demanderai des frais de service, et cela est prévu par le droit international. » Et mon dernier point, c'est qu'il est assez intéressant d'entendre les Américains brandir le droit international face à l'Iran.
alors qu'ils ont mené une guerre illégale contre ce pays, sans autorisation des Nations Unies et sans provocation de la part de l'Iran. Et maintenant, ils veulent que l'Iran applique le droit international dans le détroit d'Ormuz, alors que ce problème n'existait même pas avant cette guerre. Pensez-vous, en regardant ce qu'on a vu hier, il y avait un article dans le Wall Street Journal qui disait que Donald Trump avait été informé d'une guerre totale en Iran et qu'il avait décidé d'en parler. Quelle est selon vous la situation à Washington? D'un côté, certains disent que tout ça ressemble à une sorte de théâtre politique, deux camps qui s'affrontent, ou peut-être qu'un camp veut y mettre fin et que l'autre ne le veut pas. Ou alors, on peut se dire que non, c'est vraiment sérieux, qu'il se passe quelque chose de grave à Washington. Il y a une faction qui ne veut pas de la guerre, parce qu'elle connaît les conséquences que cette guerre aurait sur la politique intérieure, sur ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Lors des élections de mi-mandat, puis nous aurons l'élection présidentielle de 2028. Ce sont des calculs et on sait, d'après ce que Vladimir Poutine a dit, à mon avis, il y a 4 ans, qu'il a tout résumé. Chaque aspect, chaque détail de la politique étrangère américaine découle des affaires intérieures de ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Comment voyez-vous ces politiques étrangères évoluer à Washington? Est-ce qu'il y a un mouvement, un changement en cours à Washington? Ou bien, comme l'a dit J.D. Vance, je ne sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a donnée sur le Daily Wire, qui est un média sioniste, ultra-sioniste, dans l'émission de Ben Shapiro. Voilà ce qu'il a déclaré, Elijah. Je pense que ce que le président nous a demandé de faire, c'est d'utiliser ce protocole d'accord pour, en quelque sorte, relancer l'économie mondiale du pétrole, reconstituer certaines réserves et ensuite voir où en sont les choses. Oui. En gros, ce qu'il suggère, c'est qu'on essaye juste de gagner du temps pour se préparer et attaquer à nouveau l'Iran. C'est ce qu'on comprend de ses propos. Quelle est votre opinion sur ce genre d'argument et sur la façon dont Washington joue cette partie? C'est une très bonne question. Laissez-moi revenir un peu en arrière sur la question de la confiance entre l'Iran et les États-Unis. En réalité, tout ne commence pas en 1979. Ça commence en 1953, quand la CIA et le MI6 ont renversé Mohammad Mossadegh, le premier ministre élu par le Parlement. C'était un coup d'État contre un homme qui voulait nationaliser le pétrole iranien. Et l'excuse avancée par la CIA, à l'époque, pour l'opinion publique, c'était que Mossadegh était pro-soviétique, donc il fallait agir vite. Par la suite, ils ont reconnu que c'était une erreur. Mais le fait est qu'ils ont renversé un premier ministre iranien démocratiquement élu. Les Iraniens, eux, ne l'ont jamais oublié. Parce que chaque fois que les Américains disent « nous voulons la démocratie, nous voulons le meilleur pour le peuple iranien », les Iraniens se souviennent que ces mêmes Américains ont renversé le tout premier Premier ministre démocratiquement élu de leur histoire. Ils l'ont simplement écarté et ils ont installé le Shah. Et ensuite, il y a eu la SAVAK et tout ce que la SAVAK a fait au pays. Du côté américain aussi, les États-Unis n'ont pas oublié, en 1979, les 444 jours pendant lesquels les diplomates américains de l'ambassade ont été pris en otage. Cet épisode a d'ailleurs contribué à la défaite de Jimmy Carter et à l'arrivée de Ronald Reagan. Donc, ces deux événements, plus la guerre Iran-Irak, où les Américains ont soutenu l'Irak, tout comme les pays du Golfe, tout cela reste profondément ancré dans la mentalité des Iraniens, mais aussi dans celle des Américains, parce que le vrai problème des États-Unis avec l'Iran, c'est que l'Iran refuse de se soumettre. Et c'est là que tout a commencé, dès le tout début de la révolution de 1979.
from the first beginning of the 1979 revolution. And they understood that Iran actually is not going to submit. Ils ont compris que l'Iran n'allait pas se soumettre à l'Occident. Pire encore, les Iraniens ont remis l'ambassade d'Israël à Yasser Arafat, qui a été reçu par l'imam Khomeini. Il lui a donné l'ambassade israélienne, qui est aujourd'hui l'ambassade de Palestine, sur une rue de Téhéran, qu'on appelle la rue de Palestine. Ce geste disait clairement aux Israéliens, en réalité, les Palestiniens peuvent avoir un État. Ils ont déjà une ambassade. Tout le monde a été surpris par ce qui s'est passé avec la révolution, parce que la CIA avait fourni de mauvaises informations et de mauvaises analyses sur ces mouvements religieux et sur les messages de l'imam Khomeini que la population écoutait. Cela n'a pas été pris en compte et ils n'ont pas vu venir ce qui allait se passer. Quand on voit l'ambassade retirée, quand on regarde les objectifs de l'Iran, sa constitution, l'article 154, le soutien au peuple opprimé dans le monde, y compris les Palestiniens, les Libanais, qui ont demandé l'aide de l'Iran en 1982, avec une délégation partie à Téhéran pour rencontrer l'imam Khomeini, qui a ensuite envoyé des Iraniens aider les Libanais à libérer leurs terres. Tout cela reste profondément ancré dans la mémoire, aussi bien des Américains que des Iraniens. Et puis, il y a eu l'attentat contre les casernes des Marines en 1983 au Liban, en même temps que celles des Français qui ont été détruites. Les Américains ont alors accusé les gardiens de la Révolution et le Hezbollah d'avoir agi ensemble. Ces événements restent présents. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant le colonel Higgins, qui a aussi été enlevé à Beyrouth en 1985-86 à cette époque-là, ni sur l'attentat contre l'ambassade américaine au Liban. Mais tout cela a nourri cette animosité entre les deux pays. Nous avons eu un avion abattu par battuterie aux États-Unis. Oui, 265 passagers ont été abattus, et l'officier qui a fait tomber l'avion a reçu une médaille pour ce qu'il avait fait. Et George Bush, le père, a déclaré « Je ne présenterai jamais d'excuses ». Alors, tout cela, ajouté au refus de l'Iran de se soumettre au diktat américain au Moyen-Orient, alors qu'à l'époque, le Shah d'Iran était le gendarme du Golfe et de la région, ça a marqué un tournant majeur. Aujourd'hui, pour les Iraniens, si on prend l'exemple de Saïd Ali Khamenei, il ne voulait pas de l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Mais il a dit au gouvernement, à Sheikh Hassan Rouhani et à son ministre des Affaires étrangères, Jawad Zarif, « Si c'est ce que vous voulez et que vous en assumez la responsabilité, allez-y. Mais comprenez bien que les Américains ne sont pas dignes de confiance. »